l'accompagnement des personnes en situation de handicap, ça c'est important. Après, donc concrètement sur le terrain, François, comment ça se passe finalement quand on a un aménagement à faire? Est-ce que tu vas nous en dire plus? Alors voilà, je vais vous en dire plus. Je vais d'abord vous présenter ce qu'est le Cap Emploi et après je vais évoquer plus précisément ce que l'on fait par rapport à l'apprentissage. Donc, le Cap Emploi, c'est un acteur du service public de l'emploi, comme le Pôle emploi, comme les missions locales. Chaque département a un Cap Emploi. Pour parler de l'Île-de-France, 8 Cap Emploi, environ 213 collaborateurs. En 2019, nous avions 9000, près de 10 000 contrats, tout compris, et nous avions environ 400 contrats. Les chiffres de 2020 ont un petit peu baissé sur les contrats au total et se sont maintenus sur l'alternance. On a eu une très bonne année en 2020 sur l'alternance. Nos missions, c'est d'accompagner vers l'emploi les personnes, donc c'est tout à fait classique ce que je vais vous présenter, le projet professionnel, la formation, le recrutement et l'intégration d'entreprise. Et pour les personnes qui sont dans l'emploi ou pour les entreprises, le conseil en évolution professionnelle et le maintien dans l'emploi. Qui sont les publics et employeurs concernés? Pour les personnes, ce sont les personnes qui sont titulaires d'une reconnaissance de l'activité de travailleur handicapé, également les personnes qui ont une rente pour accident du travail ou maladie professionnelle, les personnes qui ont une pension d'invalidité. Donc, il y a différents types de bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Pour les employeurs, ce sont les employeurs privés et publics, quelle que soit leur taille. C'est-à-dire qu'un employeur privé qui a 5 salariés, on pourra l'accompagner, appuyer des recrutements ou intervenir sur le maintien dans l'emploi. On a une offre de service qui va se décliner auprès des personnes et auprès des employeurs. Donc, cette offre de service, on peut l'entendre assez facilement dans le cadre de l'alternance, mais on peut l'entendre plus globalement dans tous les types de contrats ou tous les types d'accompagnement. Donc, on a un rôle d'information sur les aides et les dispositifs pour les personnes. On a un rôle avant tout d'accompagnement sur l'insertion durable des personnes. Et à ce titre-là, l'alternance est une formidable solution pour permettre à des personnes de progresser tout en ayant un salaire, tout en ayant une expérience et un diplôme. Donc ça, c'est très attendu par les personnes qu'on accompagne. Le conseil en évolution pour les salariés et bien sûr notre expertise sur le besoin de compensation où on pourra vous accompagner. Vous avez vu qu'il y a un certain nombre d'acteurs et à ce moment-là, on peut vous guider comme Bastien Gisberger peut vous guider ou à travers les formations proposées par Défi Métiers, vous allez apprendre à bien connaître l'environnement. Il est bien structuré à ce titre-là. Donc, sur le conseil, l'accompagnement, les interventions d'experts que l'on peut mobiliser à travers les prestations d'appui spécifiques et bien sûr le financement. Là, je le tourne auprès des personnes, mais on peut apporter des conseils auprès de CFA. Pour les employeurs, qu'ils soient privés ou publics, notre intervention va porter sur les aides et les dispositifs, aussi l'obligation d'emploi qui n'est pas toujours maîtrisée. Il y a un coût quand on n'a pas atteint le taux de 6%, eh bien, en employant des personnes en alternance, c'est un contrat à plein temps, on va réduire le montant de la contribution à verser et donc c'est un avantage financier qui peut être recherché dans certaines politiques. Avant tout, les employeurs recherchent un apprenti pour ses compétences, c'est ce que l'on constate, bien sûr, avant tout. Le recrutement, on va accompagner les employeurs dans le recrutement à travers la présélection de candidats, à travers des conseils, des informations sur les aides, sur les aménagements. On va suivre les personnes en emploi pour s'assurer que la pérennisation soit bien assurée. Dans le cadre de l'alternance, eh bien, ça peut être apporter des conseils en complémentarité ou avec vous, référents des CFA, référents donc handicap des CFA, ou intervenir directement auprès d'entreprises qui sont nos partenaires à nous directement. Et bien sûr, le maintien dans l'emploi, quand une personne est en emploi et a une difficulté, on a une équipe dédiée au maintien dans l'emploi qui accompagne les personnes. Alors, sur l'apprentissage, plus spécifiquement, chaque Cap Emploi a un référent alternance, vous aurez la liste en fin de PowerPoint. Les personnes vont être accompagnées soit par le référent alternance ou en manière générale par des conseillers qui travaillent sur le Cap Emploi. À titre d'information, sur notre Cap Emploi de Paris, moi je fais partie du Cap Emploi de Paris, nous avons 15 conseillers qui accompagnent les personnes et moi je suis le référent pour l'alternance.
Les candidats sont suivis par le Cap emploi du département de résidence, c'est-à-dire qu'une personne résidant sur Paris pourrait être accompagnée par le Cap emploi. Mais la personne peut très bien être accompagnée par le Pôle emploi. Dans ce cas, le Pôle emploi sera son référent. Pour les employeurs, eh bien, ils peuvent s'adresser à plusieurs Cap emploi, par exemple, un Cap emploi de Paris qui chercherait des personnes, par exemple, dans le domaine de l'assurance, un employeur de Paris qui chercherait des personnes dans le domaine de l'assurance pourrait s'adresser au Cap emploi de Paris, c'est en général ce qui se fait, et pourrait s'adresser au 92, 94, 93 et les départements de la couronne de façon plus large. Ça, c'est tout à fait, les employeurs sont tout à fait libres de cette démarche. Les critères, bien sûr, moins de 29 ans, tout le monde a accès à l'apprentissage. Je spécifie que pour nous, ce sont les personnes qui sont bénéficiaires d'un des titres. Au-delà de 30 ans, ce n'est pas toujours très connu de la part des employeurs. Parfois, des CFA, on n'a pas toujours une extrême précision de cette connaissance. Les personnes qui ont une RQTH peuvent suivre des contrats d'apprentissage, quel que soit leur âge. Et nous avons des personnes qui ont 50 ans, 55 ans, qui suivent des contrats d'apprentissage. Je vous citerai quelques exemples après. C'est l'article L 6222-2 et uniquement RQTH, pas les pensions au-delà de 30 ans. On accompagne les personnes de toute situation de handicap, par exemple sur le handicap moteur, ça peut être une personne qui a un problème de dos et qui va avoir comme contrainte d'éviter le port de charge, dans certains cas d'avoir besoin d'un siège ergonomique. Bien sûr, il peut y avoir des personnes qui se déplacent en fauteuil. Il y a des situations extrêmement diversifiées à ce titre-là. Sur le handicap auditif, une personne malentendante, une personne qui n'entendra pas d'une oreille, une personne bien sûr sourde. Sur le handicap visuel, une personne qui va avoir besoin d'un écran plus grand, une personne qui va avoir besoin d'un logiciel pour agrandir les caractères, ou une personne qui va avoir besoin d'une plage braille. Sur le handicap cognitif, on a de plus en plus de personnes qui ont des troubles de dyslexie ou d'autres troubles 10. Sur le handicap psychique, ça peut être une personne qui a une fragilité liée à une dépression que l'on va accompagner. Et sur les maladies, c'est très diversifié. Ça peut être une personne qui a du diabète, à titre d'exemple. Au niveau des âges, eh bien, nous, on a constaté sur nos chiffres en 2020, sur 130 personnes qui ont intégré des contrats en alternance, 60% avaient moins de 30 ans, 40% avaient plus de 30 ans. Je prends l'exemple d'une personne qui a intégré une mairie sur un contrat en alternance en comptabilité pour préparer un BTS, qui avait 50 ans. À titre d'exemple, voilà. On intervient on accompagne des personnes de tout niveau, CAP au master, toute fonction. Nous, à peu près, la moitié des personnes, ou plutôt 60% des personnes sur des fonctions support ou industrie, et puis 40% nettoyage, restauration et commerce. Majoritairement, sur les fonctions support, ce sont plutôt des personnes qui vont préparer des bac plus 2 à bac plus 5, mais également des personnes qui préparent des bacs. Alors, je fais tourner la slide. Notre fonctionnement global, il est le suivant. Moi, j'ai une action de sourcing. Je travaille avec des CFA qui m'adressent des personnes pour que je les accompagne sur leur recherche d'emploi en collaboration avec le CFA qui a aussi son équipe. Donc, on mutualise nos accompagnements et voilà, certains de mes contacts vont embaucher des personnes, ou en tout cas, notre diffusion va permettre parfois d'embaucher des personnes. J'ai le cas avec un CFA qui avait une personne sur un bac plus 2 en RH. Un de mes contacts recherchait une personne sur un bac plus 2 en RH dans un ministère. Il a été embauché, à titre d'exemple. Bien sûr, moi, je vais sourcer en interne auprès de mes collègues Cap emploi et on va travailler en inter Cap emploi pour avoir des candidats. Le Pôle emploi est aussi un de nos partenaires et on organise des forums également. On va développer des partenariats avec des CFA, des centres de formation, les OPCO, bien sûr, avec lesquels on collabore aussi sur des projets préalables à l'emploi et des projets de contrat en alternance, les institutions publiques. On va soit accompagner les personnes collectivement ou faire des coachings individuels. À titre d'exemple, très récemment, j'ai un jeune qui a été intégré il y a quelques jours, qui a été intégré alors qu'il cherchait depuis le début de l'année en bachelor marketing, une entreprise
c'est par son centre de formation, par son référent entreprise qu'il a trouvé un contrat. Mais il m'a dit, si jamais il n'y avait pas eu ce soutien à la fois du référent qui l'a soutenu et notre soutien où on l'appelait très régulièrement, c'est-à-dire tous les 15 jours, il était appelé par un conseiller de chez nous et régulièrement on lui proposait des annonces, il me dit, il aurait baissé les bras comme d'autres dans son CFA. Et bien sûr, notre rôle, il est la mise en relation avec les entreprises par la gestion d'offres. On fait des forums, par exemple, il y a la Chambre de commerce et d'industrie qui va organiser un forum prochainement, dans lequel nous, on sera présents avec les entreprises, des boucles de CV que l'on diffuse et des newsletters, LinkedIn, en tout cas différents moyens par les réseaux sociaux. Notre accompagnement, il est tout à fait classique, je ne vais pas le détailler parfaitement, mais je vais simplement faire un focus sur le projet professionnel. On va se baser sur les motivations et les compétences et bien sûr prendre en compte la situation de handicap avec ou sans adaptation pour s'assurer que le projet est viable. Après, recherche de formation, recherche d'employeur et intégration dans l'entreprise où on peut apporter des conseils, comme je vous le disais tout à l'heure, auprès de vos référents ou auprès des entreprises directement. Et notamment, par exemple, ça peut être aussi sur les aides financières qui sont en général bien connues de votre part sur les aides, bien sûr, liées à l'apprentissage, mais sur les aides spécifiques au handicap, notamment la baisse de la contribution, c'est pas toujours connu, on peut vous apporter un éclaircissement. Donc, voyons, compensation du handicap, les principales aides, prestations d'appui et de suivi, d'appui spécifique, ça peut être sur les troubles de type dyslexie, par exemple, donc cognitif, le handicap moteur. Et par exemple, sur le handicap moteur, j'ai une personne qui avait une difficulté motrice, plutôt une difficulté physique importante, elle ne pouvait pas porter plus de 3 kilos, des restrictions importantes en termes de posture. Eh bien, nous avons travaillé avec le prestataire pour mettre en place, pour identifier les adaptations. Ces adaptations étaient travaillées aussi avec le centre de formation. Il fallait que ça soit compatible pour une personne qui allait changer régulièrement de salle. Eh bien, on a trouvé une solution pour adapter les fauteuils, les différents fauteuils dans le centre de formation sans que ce soit contraignant pour le centre de formation. En tout cas, ça a été possible dans ce cas-là, pour qu'elle travaille à son domicile parce qu'elle avait pas mal de révisions et avec l'entreprise aussi pour rechercher des solutions pour travailler dans les meilleures conditions. Cette personne a fait son M1 avec 46 ans. Quand elle a commencé, elle a fait son M1 en communication marketing dans une grande école. Et là, elle vient de finir son M2. En tout cas, elle est en train de finir son M2. Elle présentera son mémoire bientôt, en tout cas en octobre. Et elle est en recherche maintenant. Les aides à la personne individuelle, prothèse auditive par exemple, où il y a des financements AGFIP et des financements de la MDPH. Ça peut être aussi pour les personnes qui ont des troubles auditifs, des logiciels de dictée vocale, des logiciels pour corriger. Et ça change radicalement les choses. J'ai une personne qui l'année dernière s'interrogeait pour faire une licence. Il était un petit peu épuisé après avoir fait un BTS en gestion des PME. Quand on lui a proposé de mettre en place des solutions comme une dictée vocale, un logiciel de dictée vocale et un système de correction, ça lui a changé radicalement la vie. Je l'ai eu il n'y a pas très longtemps. Il gère 400 dossiers par jour parce qu'il est dans un organisme de formation. Il est en licence, en gestion et organisation. Il disait, là, j'ai l'impression de travailler normalement et de beaucoup moins m'épuiser. Donc, on a vraiment des solutions qui peuvent être parfois simples et qui peuvent être assez spectaculaires pour l'avantage des personnes, mais parfois plus complexes. Et là, on a le soutien des prestations d'appui spécifiques et de notre appui à ce niveau-là. Voilà. Bien sûr, vous avez une expertise et on peut compléter votre expertise à ce niveau-là. Les adaptations en entreprise, en centre de formation, Serge Ergonomie, comme tout à l'heure Bastien le présentait. Adaptation de trajet, ça c'est important. J'ai des personnes qui ont des fragilités, notamment avec le Covid. On a des aides. J'ai une personne qui est rentrée en DSCG en comptabilité pour qui on a mis en place un trajet. Elle va 3 jours par semaine en entreprise et ces 2 jours sont 2 jours de formation en téléformation. Et ça se passe tout à fait naturellement. Sans cette mesure, elle n'aurait pas pu faire son contrat d'apprentissage. Les mesures pour les aides. Secteur privé, vous avez bien sûr l'aide exceptionnelle de 8 000 €, mais c'est important, il n'y a pas de limite d'âge. Une personne de 50 ans bénéficiera de l'aide de 8 000 €, fera bénéficier un employeur l'aide de 8 000 €. Bien sûr, moins de 18 ans, c'est 5 000 €, ça vous le savez parfaitement, mais il n'y a pas de limite d'âge pour l'aide de 8 000 €. Ça a été un choix du gouvernement de l'étendre. L'AGFIP, 1 500 € pour un contrat d'1 an, 2 500 € pour un contrat de 2 ans, et au prorata, c'est un contrat entre les deux. Pour le secteur public, des aides qui sont spectaculaires, 80% du salaire
remboursés par un organisme qui s'appelle le FIPHFP, qui est l'équivalent de la GFIP pour le secteur public. 80% du salaire, charges comprises, remboursé à l'employeur. Le coût de la formation remboursé dans la limite de 10 000 euros. C'est parfois un frein parce que maintenant, la fonction publique n'a plus forcément, pour un certain nombre, accès à des systèmes de financement. La baisse de la contribution de 4 100 euros à 9 225 euros selon l'âge et la taille de l'entreprise. Alors, je vous présente là en résumé quelques points de convergence qu'on pourrait avoir. La question du sourcing candidat, nous vers vous, vous envoyez des personnes, mais aussi vous pouvez nous envoyer des personnes qu'on accompagnera, vous avez bien compris, par rapport à votre centre de formation, la gestion des situations de handicap, l'appui à la recherche d'entreprises et le coaching. Voilà, certaines personnes ne savent pas comment parler de leur handicap. Nous, on a cette expérience, on pourra les aider. Le conseil sur les avantages financiers. Je vous présente l'ensemble des acteurs, des référents alternance de l'Île-de-France, donc un par département, et donc je finis effectivement par vous présenter mes coordonnées. Vous avez notre site internet sur lequel vous obtiendrez un certain nombre d'informations. J'en ai fini pour ma présentation et je vous remercie. Merci beaucoup François, merci à tout le monde. Pauline, Bastien, ça y est, tout le monde est revenu sur le devant de la scène. Vous voyez que effectivement, merci François pour des cas concrets et comment ça se passe réellement dans la vraie vie. Et ça, c'est bien aussi de pouvoir l'illustrer, que vous soyez donc débutant, intermédiaire ou confirmé. Sachez qu'il y aura toujours quelqu'un pour vous aider, vous accompagner, vous soutenir, parce que c'est important. Ce rôle avec les entreprises est important aussi, puisque un contrat d'alternance, en règle générale, c'est bien une alternance dans le centre de formation et dans l'entreprise. Il faut qu'il y ait un accord entre les deux. On ne peut pas faire un accompagnement dans le CFA et ne pas faire l'accompagnement aussi en entreprise. Donc, ça, c'est important de faire le lien. C'est dans vos missions aussi. Vous voyez qu'il y a les moyens qui ont été mis derrière cette obligation, finalement, d'avoir un référent handicap. Il y a des moyens humains. Je dis toujours qu'au moins, ouvrez une porte, tapez à une porte, que ce soit à la GFIP ou Cap Emploi, dans une association ou dans l'OPCO, parce qu'on travaille tous ensemble, hein, grâce justement aussi à ce PRITH qui est là pour rassembler tous ces acteurs. Donc, poussez une porte et vous verrez qu'après, on vous orientera vers les bonnes personnes, parce que je reconnais que c'est pas simple. Alors, vous pouvez y aller au niveau des questions. J'en ai pas vu passer beaucoup. Mais ça veut dire que soit on a été super bon, merci aux spécialistes, soit il y a… Voilà. Certaines questions qui sont revenues. Alors, au départ, avec les liens sur le PRITH, je remercie Madame Noël de Gorce, parce que je sais qu'elle est aussi présente, et elle a des équipes dans chaque UD, dans chaque département, sur lesquels vous pouvez vous accompagner. Donc, elle a mis le lien du PRITH avec ces fameuses capsules. Moi, j'ai mis le petit message à la ressource handicap, elle fonctionne, le lien fonctionne. Mais vous verrez que si vous avez été voir ces capsules, notamment, vous aurez le module, la capsule 0, 1, 2, 3, et vous avez vraiment tous ces liens. Une autre question qui est posée aussi sur les grilles. Alors, cette fameuse grille, on me dit, voilà, il faut remplir toute la grille, et on se rend compte que finalement, si on remplit toute la grille et chaque case, on arrive à plus de 4 000 euros, hein, ce qui est normal. Le rappel, c'est que cette grille, c'est vraiment à titre indicatif. Je vois dans l'assistance, il y a des personnes qui sont là qui sont référents handicap depuis très longtemps, qui connaissent très très bien les accompagnements qu'ils vont pouvoir faire, parce que faut rappeler qu'au départ, il n'y avait pas d'argent pour ça. Donc du coup, chaque CFA, c'était une volonté de chaque CFA de participer à cette inclusion. Voilà, eux vont pas avoir besoin de cette grille, hein, peut-être pour évaluer cette majoration du coût contrat. Donc c'est vraiment une grille qui est à titre indicatif et c'est un outil d'aide à la décision, c'est-à-dire voilà, en face de moi j'ai reçu la personne, ça c'est important de recevoir la personne, d'étudier ensemble quels sont les besoins. Il faut savoir qu'une personne qui a 16 ans, un jeune ou une jeune qui a 16 ans arrive, elle ne sait pas forcément quoi faire. Donc, c'est vous qui allez pouvoir l'aider. Donc, ensemble, vous allez construire son parcours personnalisé et les aides. Donc, voilà, c'est important
d'avoir cette grille qui va vous permettre de poser des questions et d'orienter. Cette grille va peut-être aussi vous servir dans un premier temps à dire, voilà, on a fait une entrée en septembre, ben, peut-être en janvier, on va reprendre cette grille et on va voir si ça s'adapte bien. C'est important aussi de faire ce chemin avec l'apprenti et de revoir. Alors, il y avait une autre question aussi que j'ai notée. Est-ce que la professionnalisation, donc ces fameuses professionnalisations au niveau de la GFIP, donc je sais qu'elle existe en région Île-de-France, est-ce que ça existe sur d'autres régions, Bastien? Alors, ça n'existe pas nécessairement sous la même forme que ce qui se passe en Île-de-France, puisqu'on est organisé en délégation régionale, mais chaque délégation régionale a effectivement une volonté de concourir à la professionnalisation, et il est possible qu'il y ait des choses qui existent en fonction des régions. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre délégation régionale pour savoir ce qui est mis en place. Et, chacune a plus ou moins, en fonction de son contexte local, mis en place soit de la professionnalisation ou des réseaux de référents handicap, par exemple. Alors, une question peut-être pour Cap Emploi. Je fais partie d'une entreprise où on propose des formations à distance. On vient de lancer notre CFA. Le Cap Emploi nous aide uniquement à trouver des contrats d'alternance ou bien des propositions de stage, point d'interrogation. Alors, on peut à la marge proposer des… Alors, bien sûr, sur l'alternance, c'est bien sûr notre cœur de métier. Sur les stages, ça va pas être, on va pas être dans notre cœur de métier. Donc, à la marge, on peut proposer des stages en fonction de nos interlocuteurs entreprises, mais on va pas être extrêmement bon. Voilà. Donc, oui, on peut le faire à la marge. Il faudra aussi s'appuyer sur d'autres acteurs comme Tremplin. Il y a différents acteurs en Île-de-France qui vont être beaucoup plus spécialisés que nous dans l'accompagnement sur les stages, qui seront peut-être plus efficients. Alors, d'autres questions? Alors, on n'a pas de questions. Il y a encore 100 personnes qui sont connectées et pas de questions. Donc, du coup, ça veut dire… Alors, il y a des questions sur le… Il y a une question qui vient d'arriver sur la possibilité d'envisager un accompagnement de type AVS pour les étudiants, alors je dirais plutôt alternants, étudiants en alternance, j'avais pas tout lu, qui sont présentiels et qui ont beaucoup de difficultés à suivre la formation malgré les aménagements prévus, temps supplémentaire, contrôle adapté. À mon sens, oui, c'est possible d'envisager ce type d'accompagnement. On va plutôt parler de soutien renforcé ou de choses comme ça. Ça rentre, là aussi, ça va faire partie de l'évaluation des besoins de compensation. Finalement, AVS, c'est les aides humaines telles qu'ils peuvent l'avoir dans l'éducation nationale. Les assistants de vie scolaire qui s'appellent maintenant AESH aussi. Donc oui, c'est potentiellement possible de prévoir du soutien complémentaire. Il faut le valoriser dans la demande qui va être formulée auprès de l'OPCO. Et s'il y a encore davantage, ça pourra être pris en charge également par la GFIP. Voilà. Je vais compléter le propos, Bastien, par une situation qu'on rencontre actuellement. J'ai un jeune homme qui a des difficultés motrices assez importantes. Là, je vais dépasser effectivement le rôle de l'AVS uniquement sur le cadre scolaire. La MDPH peut avoir des aides. Cette personne a besoin d'avoir une aide humaine. Il a une aide humaine qui a été financée par la MDPH. Et en parallèle, si c'est uniquement du scolaire, effectivement, la GFIP intervient sur certains financements. Voilà, je complète aussi sur on a un spectre très large d'aides possibles. Alors, effectivement, il y a énormément au niveau technique. Des aides techniques qui ont été mises en place de nos jours, ça a vraiment beaucoup évolué, donc beaucoup d'aides qui sortent. D'ailleurs, tous les jours, on est assez surpris de voir ça, autant de choses. Moi, il y avait un exemple, on me dit, voilà, sur Microsoft, par exemple, vous avez dans le Word la possibilité d'écouter les documents Word. On dit c'est pour les personnes qui ont une déficience auditive. Pas du tout, c'est un système aussi, alors oui, bien sûr, mais c'est un système aussi très bien adapté pour les personnes qui ont des troubles cognitifs. Donc, du coup, c'est important aussi que la
personne aussi vous dise ce dont elle a besoin, ce qu'elle utilise régulièrement. Parce que les jeunes, moi je vois les jeunes voilà, quand ils arrivent peut-être dans un CFA, ils ont déjà eu l'habitude de certains outils et ils savent les utiliser. Donc c'est vraiment un échange avec la personne, quels sont les besoins qu'ils ont. Vous avez des besoins humains aussi, donc on a l'habitude en France aussi de dire AVS, mais il n'y a pas que ça. Hein. C'est voilà, il n'y a pas que ça. Les preneurs de notes et qui sont aussi très très utiles dans certains troubles. Une question de Mélissa aussi, pourquoi l'aide des 4 000 € est limitée aux personnes avec une RQTH et non aux bénéficiaires? Donc ça, c'est une bonne question. J'aimerais bien poser aussi au gouvernement, parce que bon, sachez qu'avec il y avait différentes lois, hein, les lois handicap. Le gouvernement a choisi non pas de refaire une loi handicap, mais d'intégrer le handicap, puisque maintenant on parle d'inclusion et non pas d'intégration. D'inclure le handicap dans toutes les lois au niveau gouvernemental. Donc, ça a été inclus dans la loi du 5 septembre et que maintenant, il y a possibilité aussi, quand on fait une demande à la MDPH, d'avoir la reconnaissance, la RQTH, beaucoup plus facilement et elle est un petit peu systématique. Donc, voilà. Mais pourquoi elle n'est pas ouverte à tout le monde? Ça, bonne question. Donc, on la pose peut-être à la GFIP, parce que la GFIP a une réponse. Pourquoi c'est que les RQTH? Alors, ceux qui ont une invalidité, peut-être pareil. Alors, j'ai pas de réponse parce que je ne travaille pas pour le gouvernement, mais pour la GFIP. Mais il y a également eu un décret du 5 octobre 2019 qui a simplifié, comme tu l'évoquais à l'instant, la procédure de reconnaissance de la qualité de travail handicapé. Et de fait, ça prévoit la délivrance automatique de l'attestation de RQTH pour les bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Donc, il va y avoir effectivement une communication, et le temps que ça rentre un petit peu dans les habitudes, une communication à faire auprès des personnes qui, pour toutes celles qui vont avoir l'obligation d'emploi, peuvent bénéficier en même temps de la délivrance automatique de la RQTH. Ouais. Il y a, pour les étudiants… Je vais apporter une précision. Ils vont bénéficier d'un titre, effectivement, qui va faciliter la délivrance. Mais selon les MDPH, je me permets juste de compléter. Selon les MDPH, il faudra quand même faire un petit peu attention au délai d'obtention, parce que on a des MDPH qui, notamment en temps de Covid, sont parfois un petit peu ralentis dans leur fonctionnement. Et donc, il faudra prendre en compte aussi cette dimension. Notamment pour les plus de 30 ans, par exemple. Il y a effectivement pour les étudiants, il peut y avoir une RQTH donnée sur 1 an, par exemple, juste la durée des études, hein, pour justement faciliter l'accès. Il y a des procédures qui sont accélérées à l'heure actuelle, et je rejoins sur la MDPH du 75 pour les citer parce que je les connais pas personnellement. Ça peut aller très très rapidement. Ils sont très bien, comme voilà. Bastien, vous citiez aussi, je crois, la MDPH 77 sur un exemple quand on était ensemble. Il y a des MDPH qui sont très, très réactives et effectivement, on peut avoir des solutions, effectivement. Voilà. Il s'agit de s'appuyer dans ces cas-là, je pense, sur votre cap emploi local ou si vous avez des contacts avec la MDPH pour trouver des solutions rapides pour favoriser l'emploi. Oui, il y a effectivement des procédures qui sont accélérées. Ce que j'ai vu, moi, alors sur la MDPH 77, mais ce qui ne veut pas dire que ça se fait pas ailleurs, des délivrances en moins d'1 semaine. C'est-à-dire que plus vite le titre que l'accusé de réception. Donc, la MDPH du 94, très rapide aussi, super. Donc, on a 75, 77, 94, voilà. Elles sont toutes très rapides en Île-de-France, on va dire. Je vais pas, voilà, c'est des exemples parce qu'on les vit au quotidien et quand on fait des demandes, on est par rapport à ce qu'on a connu il y a quelques années où il fallait plus de 6 mois pour avoir une RQTH. Là, il y a vraiment un gros travail qui a été fait en sachant que certains l'ont maintenant aussi des titres à vie donc ça facilite aussi les démarches. N'hésitez pas, parce que certaines oublient peut-être, je sais pas, ils ont peut-être aussi beaucoup de dossiers à traiter. Il n'y a pas forcément la RQTH qui va avec. Donc, du coup, n'hésitez pas à appeler pour demander cette RQTH parce que effectivement, c'est la clé d'entrée pour les contrats pas de professionnalisation. On est bien sur du contrat d'apprentissage. Pourquoi les données limitées au paiement BOTH? Par cohérence, donc du coup, voilà, la réponse de la directe, par cohérence avec la loi du 5 septembre 2018 qui prévoit l'adaptation du parcours aux apprentis disposant de cette RQTH. C'est là où le travail du référent handicap est très important en amont du contrat.
avec les parents aussi, parce que c'est une démarche qui est pas simple, hein, de dire voilà, moi j'ai un handicap, c'est jamais simple, et pour la personne et pour les parents aussi d'accepter. Donc du coup, le rôle du référent est important par rapport à ça. Et dans une capsule, il y a aussi comment parler avec les parents. Sachez que c'est un document administratif qui permet la prise en charge une meilleure prise en charge. Hein. C'est pas pour stigmatiser la personne, c'est vraiment, il faut ce document. C'est la France, dans d'autres pays, ça n'existe pas, mais en France, on a besoin de ce document pour déclencher d'autres choses. Et ça, c'est important, c'est un document administratif. On le voit, ça facilite. Des fois, il y a des personnes qui vont mettre pas mal de mois à faire cette démarche-là, rentrer dans cette procédure de demande auprès de la MDPH avec ce fameux dossier qui est assez épais, mais là aussi, il y a des personnes pour vous accompagner à remplir ce dossier. Donc, des fois, il faut des mois, mais après, quand ils l'ont, ils disent « Waouh, super, ça nous a vraiment facilité le travail. » Parce que on rentre dans un parcours et on a une porte ouverte sur plein d'aides et plein de partenaires. Une autre question, on voit qu'on est arrivé à 11h25, 11h30, on a tenu le timing, 1h30 pour parler du handicap en CFA. Waouh! Il y avait une autre question, effectivement, qui rejoint un peu ce que vous venez d'évoquer, c'est est-ce qu'un AR de la MDPH permet de bénéficier des abondements de l'OPCO? Pardon, il me semble que non. Il faut le titre définitif pour la RQTH, mais ce qui me permet de préciser que l'accusé de réception permet de bénéficier des aides de la GFIP. Donc, n'attendez pas d'avoir le titre définitif pour solliciter la GFIP dès lors que vous avez l'accusé de réception, ou même pour certaines prestations, dès lors que la personne est engagée dans la démarche de reconnaissance, n'hésitez pas à solliciter la ressource handicap formation. Alors effectivement, c'est une différence qu'on note dans une entreprise quand on demande à un salarié de commencer à faire sa démarche. Aussitôt qu'il a envoyé son dossier, je conseille toujours en recommander avec l'accusé de réception, aussitôt qu'il y a l'accusé de réception, on peut effectivement enclencher cette démarche-là, ce qui n'est pas possible à l'heure actuelle pour les CFA. On ne peut pas, nous, enregistrer un dossier, un contrat d'apprentissage en disant, voilà, en cours de RQTH, c'est pas possible, on l'a ou on l'a pas. Mais on avance, peut-être qu'effectivement, il y aura des améliorations. Alors, est-ce que la communication de l'application sur le cours par le CFA garantit une confidentialité du statut? Oui, non, l'entreprise n'est pas... Si c'est marqué, alors voilà, bon, la difficulté, c'est que si c'est marqué sur le CERFA, on coche la case personne en situation de handicap, là, effectivement, l'entreprise sera au courant. Donc ça ne garantit pas l'entreprise sera au courant. Effectivement, c'est une question aussi de sensibilisation, de communication, de dire pourquoi. C'est-à-dire qu'on va faire l'accompagnement dans le CFA, mais c'est important aussi que l'accompagnement se fasse aussi en entreprise. C'est pour ça que dans la mission du référent handicap, à la fin, il y a marqué vraiment ce lien avec les entreprises, expliquer pourquoi il est important de faire cet accompagnement dans l'entreprise. Ça peut-être pas se faire tout de suite, mais c'est un travail d'accompagnement. Il faut aussi que l'entreprise soit en capacité d'entendre ça aussi. Avez-vous des précisions sur les délais pour faire les demandes d'aménagement? Est-il possible d'entamer les démarches avant la signature du contrat d'alternance, ou doit-on attendre le début du contrat, ou combien de temps pour agir? Qui prend la question? Alors, moi, de ce que j'ai vu, il est possible de commencer à agir, même si on n'a pas encore la RQTH auprès de l'OPCO, puisqu'on peut faire une demande d'avenant à la convention pour pouvoir bénéficier de cette majoration de ce coût contrat. Donc, n'attendez pas nécessairement le titre. Effectivement, pour ce qui concerne la GFIP, on préfère avoir la signature du contrat en alternance avant de lancer les aménagements. Ceci dit, on ne va pas empêcher, enfin, au contraire, on préfère privilégier quelqu'un dans sa formation et ne pas le bloquer, ne pas stopper sa progression et en tout cas ne pas le mettre en difficulté dans le suivi de sa formation, même si le contrat n'est pas encore signé. Et pour ce qui concerne les délais, plus c'est pris en amont et plus on peut anticiper au maximum.
Donc, dès que vous avez connaissance de situation, surtout, encore une fois, n'hésitez pas à venir vers moi ou la ressource handicap formation. Ce qui reviendra au même finalement, parce que ça, pour l'instant, nous sommes 2 à incarner la ressource handicap formation au sein de la GFI. Et merci à vous parce que vous faites un sacré travail. Il y a des questions plus techniques aussi à laquelle j'ai de l'autre côté demandé des précisions à notre juriste qui est Maria Collet, que certains connaissent parce que c'est vraiment la spécialiste au niveau du juridique et elle m'aide énormément pour décoder les lois. Comme elle dit, c'est l'esprit de la loi, parce que quand on a un décret qui arrive, il faut aussi le décoder, chaque mot a son importance. Donc, du coup, merci à Maria. Elle m'a envoyé des réponses, donc du coup, je vais n'hésitez pas, les personnes qui ont posé des questions assez techniques, de me les reposer avec mon mail qui est dans la présentation, ou de m'appeler directement pour avoir une réponse assez précise. Donc, il y a pas mal de cas particuliers. Il est 11h30, donc du coup, voilà, je vais peut-être remercier tout le monde, remercier Bastien de la GFI, Pauline de Défi Métier, François, mais aussi toutes les équipes qui travaillent sur le terrain, Madame Noy-de-Gors qui a participé dans le questions-réponses, et aux autres aussi qui ont aussi participé à répondre, parce que les référents handicap, alors il y a les référents handicap du côté des entreprises, où là c'est la GFIP qui gère les référents handicap, mais les référents c'est une communauté aussi. On a besoin de pouvoir faire ce lien entre nous, et parce que c'est pas simple non plus sur le terrain, on n'a pas toutes les réponses, mais quand on connaît les uns les autres entre CFA, on peut s'entraider et trouver des solutions. Des fois c'est du bon sens, on n'y pense pas, et en faisant appel à un partenaire, des fois on se dit « Ah, c'était si simple que ça finalement », parce que quand on est dans le truc, on n'y pense pas forcément. Donc merci à tous ces intervenants, merci à tout le monde, aux équipes en interne. Si vous avez des points vraiment que vous souhaitez aborder dans l'apprentissage, n'hésitez pas à remonter ça aussi à nos collègues, et notamment Caroline Delatouche, dont je porte le nom aujourd'hui, mais qui est effectivement au service alternance, qui organisera d'autres webinaires sur des questions vraiment particulières où vous souhaitez donc les réponses. Voilà. Autre chose, le mot de la fin? Ça va, on a tout dit? On n'a jamais tout dit, mais il y aura d'autres séquences pour pouvoir compléter ces éléments-là. Voilà. Sachez que vous pouvez faire appel à tout le monde, et voilà, tout le monde est là sur le terrain avec ses spécificités, donc n'hésitez pas à taper à toutes ces portes. Voilà, je remercie vraiment les référents qui nous ont écoutés, qui ont tenu, et surtout pour ceux qui sont confirmés, mais pour ceux qui vont démarrer, c'est extraordinaire comme métier. Il y a beaucoup d'humains, il y a beaucoup de choses, ça change tous les jours. Au bout de 10 ans, on n'a toujours pas fait le tour du handicap, donc voilà, plein de bonnes choses. C'était un 1er avril, mais c'était pas une blague, donc voilà. On est tous là pour vous aider, vous accompagner. Voilà, merci à tous, bonne journée, et au plaisir de vous retrouver.